Alliance, nouveaux soldats, stratégie, coups bas. À 1 an des élections municipales, la bataille pour gagner la mairie de Paris a déjà commencé. Dans chaque camp, on prépare ses armes, car les enjeux nationaux sont de taille. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Conquête de Paris, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 4, la mission de Rachida Dati. J'ai décidé de me présenter à Paris. À Paris, il y a des embouteillages. Paris. Vous êtes, messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. C'est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle. Faites-vous élire ici, puis on en reparlera. Allô, Paris. Quand on parle de la mairie de Paris, on imagine d'abord l'hôtel de ville, situé dans le cœur historique de la capitale, dans le 4e arrondissement. Devant l'immense bâtiment, construit en 1357, l'esplanade de la Libération a l'habitude d'accueillir la foule venue assister à des concerts, prendre le départ d'une course ou réunie pour regarder un match de foot. Mais à l'intérieur, l'ambiance n'est pas aussi festive depuis quelques années. C'est là que se déroulent régulièrement les désormais célèbres passes d'armes entre la maire Anne Hidalgo et l'élu d'opposition Rachida Dati. Une fois par mois, dans une salle au haut plafond, décorée de dorures, d'immenses lustres et de fresques, le Conseil de Paris se réunit pour débattre des affaires de la ville. Et derrière les pupitres en bois, la tension monte souvent. Vous êtes, messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. Paris vous ennuie. Cette assemblée ne sera pas dévoyée dans ce cirque pitoyable, médiatique. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. C'est dommage, Madame Dati, parce que j'ai quelques questions à vous poser, mais je le ferai par la presse interposée puisque vous les avez invitées ici. Asseyez-vous, Madame Dati. Des clashs qui sont l'illustration de la méthode Dati, et pour l'emporter à Paris en 2026, la ligne ne change pas. Avec le départ de sa meilleure ennemie, Anne Hidalgo, la ministre de la Culture compte bien reprendre la capitale aux mains de la gauche depuis 2001. Cette obsession de Rachida Dati pour Paris, Agnès Laurent, grand reporter à l'Express, s'y est intéressée et il est clair que la technique de jeu de Rachida Dati dans cette partie de risque pour conquérir la mairie, c'est l'attaque. Elle n'aime rien tant que ça, c'est-à-dire que même quand elle se défend, elle attaque. Et sa cible, évidemment, ces derniers mois, c'est Anne Hidalgo, puisqu'on pensait qu'elle serait encore candidate à la mairie de Paris, ce qu'elle n'est plus, mais on pensait qu'elle l'était. Alors, ce qui est étrange, c'est que jusqu'en 2020, les deux femmes, elles s'entendent plutôt bien, Rachida Dati et Anne Hidalgo. Alors, elles ne sont pas amies, elles dînent pas ensemble, mais il y a une sorte d'entente cordiale qui s'est formée à la mairie de Paris, ce qui fait que quand la mairie du 7e arrondissement, dont Rachida Dati est maire, a un problème, elle sollicite la mairie centrale qui rend le service qu'il faut pour que tout roule. À l'inverse, quand elle va faire une matinale où elle sait que ça va être un peu punchy contre Anne Hidalgo, ses équipes préviennent celle d'Anne Hidalgo. Enfin, il y a une sorte d'entente cordiale, sachant qu'en plus la mairie du 7e est totalement ingagnable pour la gauche, donc aucune raison de se faire du mal. 2020 marque un changement dans la relation entre les deux femmes. C'est une année d'élections municipales. Alors en 2020, il y a les élections municipales précédentes. C'est une situation un peu particulière puisqu'on est au moment l'année du Covid, le confinement. Donc le premier tour a eu lieu en mars. Rachida Dati a été élue au premier tour dans son arrondissement, mais le second tour a lieu en juin. Et pendant ces 3 mois, Rachida Dati, elle continue sa campagne parisienne puisqu'elle est candidate à la mairie de Paris. Et l'équipe d'Anne Hidalgo, elle, est dans le cambouis en train d'essayer de gérer le confinement. On s'en souvient, c'était quand même assez compliqué, assez angoissant. Enfin, il y avait plein de questions. Et Rachida Dati, elle arrive en disant « Ah, mais il suffit de nettoyer les rues à l'eau de Javel. » Mais ça rend folle les équipes d'Anne Hidalgo. Rachida Dati, elle, de son côté, raconte que Anne Hidalgo faisait remarquer ses absences au Conseil de Paris, alors qu'elle savait très bien que c'était pour des raisons personnelles. Forcément, tout ça, ça a fait monter la tension, et plus rien n'a jamais été pareil entre elles deux. Le clash, les petites phrases, c'est un moyen pour Rachida Dati d'exister durant cette campagne pour les municipales de 2026. On est dans un contexte très particulier, alors à la fois dans une situation politique nationale qui est assez illisible, assez mouvante, et évidemment une situation internationale très impressionnante et du coup qui attire beaucoup les feux de l'actualité. Et du coup, c'est très compliqué d'exister pour une campagne municipale qui aura lieu que dans 1 an pour l'instant. Donc en fait, l'essentiel se joue au Conseil de Paris avec des séances émaillées d'incidents qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Donc c'est une campagne un peu virtuelle pour l'instant. Cette méthode, Rachida Dati ne l'utilise pas qu'au Conseil de Paris avec Anne Hidalgo,
mais avec tous ses interlocuteurs. Rachida Dati, il faut le savoir, c'est quand même le clash permanent. Alors déjà, ses interlocuteurs l'aiment ou la détestent. Elle est très clivante, en fait. Donc, c'est compliqué d'avoir une relation apaisée avec elle. Et elle n'hésite pas à être brutale avec un certain nombre d'interlocuteurs. Alors, on sait que, par exemple, quand c'est quelqu'un qu'elle n'aime pas ou dont elle pense qu'il lui a fait un mauvais coup, ou dont elle pense qu'il s'est immiscé dans un endroit où elle était la chef, entre guillemets, elle est capable de passer devant quelqu'un et de pas lui dire bonjour dans une cérémonie officielle, donc quelque chose où ça se fait pas normalement. Elle dit bonjour à la personne d'avant, elle dit bonjour à la personne d'après et elle ignore celle qu'elle n'aime pas. Autre exemple, pendant les municipales de 2020, ces équipes accueillaient les représentants d'En Marche à coups de tiens, voilà les détraqués sexuels ou tiens, voilà les représentants des pervers en de fines allusions à l'affaire Benjamin Griveaux, dont on se souvient qu'elle a émaillé la campagne au mois de février 2020. Et cette année, avec ses adversaires de gauche, elle ne change pas de recette. Elle est toujours aussi agressive, on va dire. Elle a donné à Rémi Féraud et à Emmanuel Grégoire, qui sont les deux prétendants socialistes principaux, des surnoms assez jolis. Rémi Féraud, c'est le caniche. Emmanuel Grégoire, c'est le stagiaire. Alors, ils le savent, hein. Elle s'en cache pas. Elle le dit ça très publiquement. Voilà, donc ils apprécient moyennement. Et encore, ils ont de la chance parce que ce ne sont pas les pires termes qu'elle peut employer contre certains de ses adversaires. Autre méthode de jeu de Rachida Dati, les poursuites judiciaires. Elle est très forte à ce petit jeu, c'est-à-dire que dès qu'elle estime que on porte atteinte à son image, elle porte plainte en diffamation. Donc il y a un certain nombre de gens, des politiques ou des journalistes qui ont eu droit à des plaintes de Rachida Dati. Alors souvent en plus elle perd, elle fait pas appel, mais en fait le message est passé. Et surtout ça impressionne tous les autres qui se disent « Ouh là là, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je risque une plainte de Rachida Dati ». Voilà. Et en plus, du coup les gens hésitent à parler. On l'a vu dans notre enquête, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé à parler en off complet, c'est-à-dire d'être anonyme, même pas un petit détail qui pourrait les identifier. Ils sont très 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 prudents dès qu'il s'agit de Rachida Dati. Même si les sondages à Paris sont plus difficiles à mener, du fait des arrondissements et du mode de scrutin indirect, Rachida Dati serait en tête lors du premier tour en mars 2026. Elle est également classée 12e parmi les personnalités politiques préférées des Français. Bref, elle plaît. Rachida Dati est extrêmement populaire. Alors d'abord, elle l'est dans son arrondissement, le 7e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement plutôt huppé, mais les gens l'apprécie beaucoup. Elle a été élue au premier tour en 2020. C'est pas totalement par hasard. C'est la seule maire d'arrondissement de Paris à l'avoir été. Parce qu'elle organise des événements à la mairie. Elle donne facilement son adresse mail directe. Alors, ça n'a aucun sens puisqu'elles sont très publiques, ces adresses mail. Mais c'est pas grave. Le geste compte. Elle organise des apéros canins où elle met son chien Paname en avant. Bref, elle a une technique assez forte pour se créer des relations de soutien au minimum. Elle fait aussi les paroisses de son arrondissement, mais elle est aussi populaire dans les arrondissements du nord-est de Paris, qui sont des arrondissements plus populaires. Elle a une vraie notoriété. Alors après, ça se transforme pas forcément en vote, parce que ce sont des arrondissements à gauche, mais n'empêche qu'elle plaît. Et puis, elle sait aussi séduire dans des milieux qui sont pas directement politiques, les milieux économiques, les milieux culturels, et surtout, elle a su séduire un personnage très très important de ces dernières années, Emmanuel Macron. Depuis 2024, Rachida Dati a quitté les rangs des Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron. Elle est nommée ministre de la Culture par Gabriel Attal, puis renouvelée par Michel Barnier et François Bayrou. Elle ne rêve que d'une chose, c'est de s'appuyer sur ce poste de ministre de la Culture pour travailler, améliorer, entretenir son image. D'ailleurs, on a vu que ce sont 3 premiers ministres qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne politique et elle a survécu à tous les gouvernements de ces derniers mois. Et elle en profite, elle communique beaucoup sur son rôle de ministre. On reçoit à peu près 3 ou 4 messages par jour pour décrire son action. Alors parfois, c'est comment voyager avec votre contrebasse dans le TGV. Parfois, c'est l'été culturel au camping. Bref, ça foisonne d'idées. Alors, c'est pas toujours réalisé, mais ça foisonne d'idées. Et surtout, elle essaie de montrer qu'elle n'est pas que parisienne. Donc, de temps en temps, elle fait des incursions en région, comme on dit. Mais malgré ces tentatives, tout le monde sait qu'elle n'a que les municipales de 2026 en tête et elle compte bien se servir du ministère. En fait, dès son arrivée au ministère, son cabinet a fait demander à la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, donc qui est la représentation de l'État en Île-de-France, de remonter tous les dossiers un peu sensibles de Paris, donc les dossiers autour du patrimoine, qui sont en plus des dossiers sur lesquels il y a une vraie opposition avec Anne Hidalgo. Et donc, elle va se positionner très vite sur tous ces sujets. Alors, c'est la Tour Eiffel, le classement de
de la Tour Eiffel, c'est les anneaux olympiques toujours sur la Tour Eiffel, ça peut être le pavillon des sources où Marie Curie a fait ses premières expériences, qui menaçait de démolition. Donc elle fait des sorties sur un peu tous ces sujets. Alors parfois elle agace, elle fait rire aussi, par exemple quand elle dit pour la première fois le patrimoine de Paris sera protégé, ça fait un peu sourire parce que évidemment il y a d'autres gens qui sont passés avant elle et ça lui vaut des petites piques de la majorité, notamment Aurélie Filippetti qui est responsable de la culture à l'Hôtel de Ville aujourd'hui, qui lui dit non mais il y a eu quand même quelques ministres avant et qui rappelle André Malraux, Jean Zay. Ce domaine, qu'elle voyait comme un moyen prestigieux de faire rayonner sa politique, s'avère être plus difficile à gérer qu'elle ne le pensait. Alors elle peut faire beaucoup de communication, mais après pour les actions concrètes, c'est compliqué. Alors d'abord parce que sur les grands projets type Notre-Dame de Paris ou le Louvre, en fait c'est un peu domaine réservé du président de la République. Donc elle se fait griller la priorité quasiment en permanence. On l'a vu notamment à Notre-Dame de Paris, c'était drôle parce que finalement Emmanuel Macron, qui a un petit côté un peu pervers, entre guillemets, il s'est promené pendant toute la pré-inauguration avec Anne Hidalgo en laissant derrière lui Rachida Dati avec Brigitte Macron. Donc le message était quand même un peu ambigu. Et sur les autres sujets qui sont moins prestigieux, en fait, elle a quand même pas mal de problèmes de budget parce que évidemment, elle est contrainte, comme tout le monde, à réduire ses dépenses et c'est pas facile du coup de tenir ses promesses dans ce contexte. Malgré quelques épisodes en demi-teinte, Rachida Dati a su convaincre et avoir le soutien du président de la République. Et de Brigitte Macron aussi, qui, je cite, la trouve rigolote. En fait, Emmanuel Macron, d'abord, il apprécie le personnage parce que c'est une politique assez atypique et elle est forte en politique, on peut pas dire le contraire, elle est forte. Et en plus, elle vient de la droite, elle vient de la Sarkozy, donc pour lui, c'est une manière d'élargir son spectre, de mettre un peu le bazar à droite, ça lui déplaît pas. Et il lui envoie des signaux en 2024, quand il dissout l'Assemblée nationale, il va faire un mauvais coup à Gilles Legendre, donc c'est un marcheur historique qui est à l'époque élu député du quartier latin. Il souhaite se représenter, mais Emmanuel Macron va soutenir le candidat de Rachida Dati, qui est son ancien directeur de cabinet, contre Gilles Legendre. Et c'est l'ancien directeur de cabinet de Rachida Dati qui va gagner. En Macronie, il y en a beaucoup qui lui reprochent ses attaques passées. Elle a quand même passé son temps à taper sur Macron et sur ses alliés. Et en plus, elle est quand même donc sarkozyste, ce qui plaît pas trop dans toute l'aile gauche de la Macronie. À son arrivée au gouvernement, certains imaginent même un accord entre Emmanuel Macron et l'ancienne sarkozyste, une alliance LR-Macronie qu'elle mènerait au municipal de 2026. Emmanuel Macron s'en défend. Il a garanti à un proche qu'il n'y a pas eu du tout de deal quand Rachida Dati est entrée au gouvernement en janvier 2024. Mais il y en a quand même beaucoup qui soupçonnent que quand même il y a eu quelque chose qui s'est noué entre eux. Et d'ailleurs, l'histoire de la loi PLM laisse penser que Emmanuel Macron est quand même très très prêt à la favoriser, car Rachida Dati reste persuadée que le changement de mode de scrutin à Paris, Lyon ou Marseille lui serait favorable. Et donc elle insiste beaucoup auprès d'Emmanuel Macron. Lui-même met le sujet sur la table. Donc ça montre bien que le président de la République a tenté de la favoriser. Après, son véritable atout, c'est d'abord et avant tout d'être ministre. C'est sa meilleure chance d'être seule candidate à Paris et de neutraliser tous les macronistes. Elle mise sur le fait qu'un certain nombre d'entre eux qui pourraient être tentés d'y aller vont se dire « non, en fait, on ne va pas aller combattre une ministre d'Emmanuel Macron ». C'est au tour de Rachida Dati de tirer sa carte mission dans notre partie de risque pour gagner Paris. Son objectif, emmener une alliance des macronistes et de la droite républicaine. Elle a beaucoup réfléchi à tout ça et elle dit souvent il faut adopter la méthode Sarkozy, c'est-à-dire rassembler au premier tour et comme ça crée un élan pour l'emporter au second tour. Elle espère donc créer cette dynamique et elle a une chance, c'est que côté Macronie, pour l'instant, les gens sont plutôt attentistes, les candidats potentiels. Malgré cette candidature forte, certains noms émergent tout de même dans le camp présidentiel. Il a été question pendant assez longtemps de Gabriel Attal et de Clément Beaune. Gabriel Attal parce qu'il a une image qui correspond assez bien à la sociologie parisienne. Clément Beaune parce qu'il incarne l'aile gauche de la Macronie. Donc à Paris, c'est assez porteur. Donc on pensait que ces gens allaient se lancer. Et pour l'instant, en fait, on les entend plus tellement sur leurs ambitions parisiennes. Gabriel Attal, il dirige le parti présidentiel Renaissance. Clément Beaune, il vient d'être nommé haut commissaire au plan en remplacement de François Bayrou. Donc on a l'impression que finalement, ils vont pas y aller vraiment.
Et en plus, Renaissance, c'est pas vraiment structuré à Paris en termes de militantisme, de petites équipes, etc., pour espérer prendre Paris tout seul. Pour l'heure, la droite parisienne semble s'être rangée derrière la ministre de la Culture. C'est vrai qu'ils sont d'accord sur le Hidalgo bashing. Ça fait des années qu'ils se rassemblent autour de ça, en tapant sur la maire de Paris. Ils critiquent les aménagements urbains, ils critiquent la dette, les hausses d'impôts, etc. Mais on voit quand même qu'il y a quelques signes que l'entente n'est pas si forte que ça, notamment autour de cette fameuse loi PLM dont on parlait tout à l'heure. Rachida Dati est très pour, elle est très allante, mais il y a un certain nombre de gens de droite, des sénateurs, des maires d'arrondissement qui sont contre, qui disent que ça va trop vite, qu'il faut pas bricoler ça, qui l'ont fait savoir par un communiqué, donc c'est pas complètement en l'air comme ça. Et donc ça fragilise un peu cette belle alliance Rachida Dati et la droite. Mais à droite, il y a déjà des candidatures qui émergent face à Rachida Dati. Francis Szpiner, qui est sénateur Les Républicains, a annoncé mi-mars qu'il était candidat à la mairie de Paris. Il a été maire du 16e arrondissement et il accuse Rachida Dati de ne pas rassembler l'opposition. Il a d'ailleurs créé un groupe à part au Conseil de Paris pour montrer son désaccord avec le rapprochement de Rachida Dati avec la majorité présidentielle. Et il estime dorénavant qu'il appartiendra à la Commission nationale d'investiture de se prononcer. De manière générale, à droite, ils sont assez nombreux parmi les barons locaux, maires d'arrondissement ou anciens maires d'arrondissement, à imaginer ou à rêver qu'un jour ils pourraient être maire de Paris. Pour gagner Paris, Rachida Dati le sait, elle doit parvenir à avoir avec elle tout le bloc central, car la droite seule ne gagne pas dans la capitale. Et ça, l'histoire l'a déjà montré. On a le précédent de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était candidate en 2014, qui avait plutôt quand même une image un peu bobo, écolo, donc qui semblait correspondre à la sociologie parisienne. Elle n'a pas réussi à franchir le mur du son, notamment dans 2 arrondissements parisiens, parce qu'en fait, pour gagner Paris, il faut gagner 2 arrondissements qui sont le 12e et le 14e arrondissement, qui sont des arrondissements plutôt de droite, mais avec des envies de gauche en termes d'écologie, en termes de logement social, etc. Donc il faut arriver à concilier ça. Or, Rachida Dati, son problème, c'est qu'elle a un groupe à la mairie de Paris qui est un groupe très conservateur, donc qui ne colle pas à cette sociologie-là. Et en plus, elle a le risque d'avoir des candidats d'extrême droite dans un certain nombre d'arrondissements traditionnellement de droite, donc de l'ouest parisien, avec qui il faudra faire alliance si elle veut l'emporter. Donc elle risque très vite de se retrouver dans une situation impossible, à faire le grand écart, et en fait de ne pas arriver à obtenir les voix des uns et des autres en même temps. Autre élément qui pourrait venir mettre en difficulté la principale opposante à l'actuelle maire, ses ennuis judiciaires. Il y a quand même une grosse inconnue qui plane sur la candidature de Rachida Dati, c'est qu'elle est mise en examen dans l'affaire Renault du temps de Carlos Ghosn. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900 000 € entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil qu'elle n'aurait pas fournies. À l'époque, elle était au Parlement européen, donc on la soupçonne d'avoir favorisé Renault en échange de cette rémunération. Alors, Rachida Dati est présumée innocente, mais le procureur a quand même demandé son renvoi devant le tribunal. Donc, ça va planer au-dessus de sa tête pendant toute la campagne, surtout que le procès n'aura vraisemblablement pas lieu d'ici à mars 2026, parce que les délais sont trop courts et la justice n'aime pas trop se mêler de politique. Donc il va y avoir une situation un peu ambiguë. Rachida Dati, elle dit que ça la dérange pas, un peu en mode Trump, j'y vais, je continue, etc. Encore une fois, elle est présumée innocente, il faut pas l'oublier, mais elle peut quand même être empêchée avant. Enfin, on sait pas, il y a une grosse incertitude. On se rappelle quand même des précédents de l'affaire Fillon, de l'affaire Griveaux, à quel point ça peut déstabiliser complètement une campagne. Et puis, si elle est élue, elle sera jugée pendant son mandat. Donc, ses adversaires ne vont pas manquer d'utiliser cet argument-là en rappelant les précédents à Paris, à droite, des années Chirac et des années Tibéri, qui, dans les années 90, n'ont pas laissé un très bon souvenir. Les jeux sont donc loin d'être faits pour Rachida Dati. La bataille pour gagner Paris, dans tous les camps, s'annonce intense et la campagne ne fait que commencer. C'est la fin de cette série. Merci à tous les journalistes qui nous ont accompagnés. Leurs articles sont à retrouver sur l'express.fr. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité politique. Quant à La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi, dès 6h du matin, disponible sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. On se retrouve donc demain pour décrypter une actualité de la semaine. La Conquête de Paris est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.